La gauche et les régionales 2021, gâchis en bande désorganisée, par Joséphine Kalash, lecture par Nicolas Tavernier, avril 2021. Après une pause forcée pour cause de Covid et un premier décalage du calendrier des élections régionales, repoussé de mars à juin 2021, les équipes semblent enfin se lancer officiellement dans la campagne, même si tout reste suspendu aux lèvres d'Emmanuel Macron, qui n'a pas écarté l'idée d'un nouveau report si les conditions sanitaires l'exigeaient. En Centre-Val de Loire, région tenue par la gauche depuis 1998, le panorama politique pour ce scrutin pose un certain nombre de questions stratégiques, avec la présidentielle de 2022 en ligne de mire et des enjeux sociaux, économiques et écologiques urgents à prendre en compte. Et pourtant, loin de tirer les enseignements de ces dernières années, les formations de la gauche et de l'écologie s'apprêtent à partir une nouvelle fois en ordre dispersé pour la bataille, risquant une défaite historique. Avant d'analyser la stratégie, ou plutôt l'absence de stratégie, de la gauche, jetons un coup d'œil du côté de l'opposition régionale, assez discrète dans l'hémicycle depuis 6 ans, mais qui sort de sa léthargie à l'approche d'échéances fatidiques. Chez les Républicains, le très droitier député du Loir-et-Cher et numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, passé par Le Pen, Maigret et De Villiers, admirez le pédigré à même pas 45 ans, a finalement décidé, début février, à la surprise générale, de laisser sa place de tête de liste à Nicolas Forissier. Ce dernier, baron local dans l'Indre, un temps secrétaire d'État à l'agriculture sous Raffarin, est député d'Issoudun et cadre dans les instances nationales du parti, défendant une ligne Sarkozy-Wauquiez qui pose bien l'ambiance. Pelletier, dans l'expectative des présidentielles, préfère attendre de voir comment se présentent les choses, des fois qu'un strapontin ministériel se libère au printemps 2022. Il convient donc de ne pas se griller en prenant une veste au régional, et puis le profil très classique agri-chasseur friendly de Forissier permet de garder la maison bien à droite dans le Val-de-Loire. À La République En Marche, c'est une candidature de Marc Fesneau qui se profile depuis quelques mois. Ce pur produit de la technocratie parisienne issu de Sciences Po, avec une coloration agri, s'est ancré dans le Loir-et-Cher depuis bientôt 25 ans. Cadre du Modem, il a reçu l'investiture LREM en 2017 pour se présenter à la députation à Blois, avant de devenir ministre délégué à l'automne 2018. Souffrant d'un déficit de notoriété, plombé par l'image de LREM dans l'opinion publique, la dynamique ne semble pas du côté de Fesneau, qui ne bénéficie pas non plus d'un réseau d'élus locaux pour structurer sa campagne, mis à part quelques députés macronistes de la région qui tentent de limiter la casse, tel Daniel Labaronne dans le 37. Ceci dit, selon un vieux routard du conseil régional, il faut quand même se méfier de Fesneau. Il bénéficie du soutien de Jacqueline Gouraud et elle a du réseau et de l'influence. Elle est implantée dans le 41 depuis 30 ans, très proche de Bayrou. Elle a été maire, conseillère régionale, départementale, présidente de l'agglo de Blois, sénatrice, vice-présidente de l'Association des maires de France et vice-présidente du Sénat, avant de finir ministre sous Macron. De toute façon, historiquement, c'est une région où la droite UDF est plus implantée que la droite RPR. C'est assez habile d'avoir privilégié le Modem. Fesneau peut même devancer Forissier, à mon avis. Pour le Rassemblement national, c'est un trentenaire, Alexander Nikolic, implanté dans cette terre de droite qu'est l'Eure-et-Loire, qui sera tête de liste. Le parti Le Peniste semblant reproduire sa stratégie de mise sur orbite médiatique de jeunes premiers lisses et fréquentables, tel Jordan Bardella à l'échelle nationale. Présentant bien, issu d'un milieu populaire, passé par le Parti communiste, conseiller municipal d'une petite ville, Alexander Nikolic a permis de résoudre la difficile équation des investitures. Philippe Loiseau, tête de liste en 2015, a été sanctionné pour son absentéisme chronique au conseil régional. Michel Chassier, le chef de groupe RN, a largement passé l'âge de la retraite. Et Mathilde Paris, la petite jeune qui monte, est bien trop proche de Marion Maréchal. La campagne est comme d'habitude minimaliste. On distribue des tracts avec des photos de Marine Le Pen sur les marchés. On ne fait pas trop de vagues. On évite les dérapages et les sorties trop racistes. Et on compte bien recueillir 30% des voix, histoire de booster le moral de Marine pour 2022, elle qui semble un peu accuser le coup ces derniers temps. Et puis, qui sait, une bonne campagne, un contexte favorable à la fin de printemps, et le RN peut réaliser l'exploit, remporter sa première région et s'offrir une terre d'expérimentation pour préparer la présidentielle. Ce panorama de la droite, inquiétant vu les personnalités engagées mais également suffisamment repoussant pour mobiliser la gauche tout en étant assez morcelé pour donner des chances de victoire les 20 et 27 juin prochains, doit prendre aussi en compte les stratégies nationales de ces partis pour les présidentielles. La République En Marche et les Républicains se regardent en chien de faïence. La tactique de droitisation d'Emmanuel Macron depuis des mois visant à réduire l'espace politique entre lui et Marine Le Pen pour empêcher l'émergence à droite d'une candidature nuisible à sa réélection, alors que la gauche tisse elle-même sa défaite par un trop-plein de candidatures. Sauf que cette stratégie souffre d'une double limite. D'une part, elle ne permet pas l'émergence de majorités LREM fortes dans les collectivités territoriales en focalisant toute l'attention sur le chef et l'élection présidentielle.
D'autre part, nombre d'élus LR et LREM souhaitent un rapprochement qu'ils considèrent comme naturel pour ne pas laisser un boulevard à la gauche. On l'a vu récemment à Tours lors des municipales, quand la droite de Christophe Boucher et LREM de Benoît Pierre ont fusionné au deuxième tour pour tenter de garder la ville, montrant la proximité de leur programme à défaut d'une véritable entente avec une lourde défaite à la clé du reste. Pour les régionales, il semble acquis que Fesneau et Forissier feront campagne chacun de leur côté. Mais la raison l'emportera probablement au second tour avec une fusion, sous la pression des membres des listes qui ne voudront pas faire les frais de la stratégie de leurs appareils nationaux. Sans même parler de ceux qui ont perdu leur poste dans les exécutifs municipaux en juin dernier et qui essaient de se recaser. Par exemple Marion Nicolet-Cabane et Jérôme Tebaldi, défaits à Tours et qui font le planton pour figurer sur la liste de Forissier. Je pense que le retrait de Pelletier répond aussi à la stratégie de fusionner les listes LREM et LR au second tour. Et ce sera bien plus simple avec une personnalité de moins d'envergure comme Forissier à droite, qui n'a pas le passif de prise de position virulente contre Macron, contrairement à Pelletier. Comme ça, avec la fusion, ils peuvent faire ensemble le plein des voix dans le 28, le 36 et le 41, limiter la casse dans le 37 et le 45 et prendre la région. Confie un vieux routard de la politique qui se dit effrayé et pas très optimiste pour la gauche. Et un élu actuel de la majorité de renchérir. Le RN va gagner la région. Ils ont fait 31% la dernière fois. Les fusions LREM-LR et PS Écolo, si elles se font, ne seront pas efficaces. Et si elles ne se font pas, en quadrangulaire, le RN est certain de gagner. Est-ce si alarmiste au final? Avec le forfait de Pelletier qui pouvait séduire une frange de l'électorat RN, la campagne va se déporter vers le centre, renforçant l'abstentionnisme dans les franges les plus à gauche et reportant certaines voix LR vers le Rassemblement national. Et en cas de triangulaire, si le parti Le Peniste bénéficie d'une bonne dynamique, il peut arriver à 33%. Ce n'est pas juste un scénario catastrophe. De son côté, la gauche, conformément à une tradition désormais centenaire, part en ordre dispersé pour la bataille, alors même qu'elle tient la région depuis 1998, fait assez rare pour être souligné. Pourtant, tous les candidats, la main sur le cœur, jurent que l'union de la gauche, c'est dans leur ADN, c'est le combat d'une vie, un rêve d'avenir. Les candidats s'apprécient tous et ne tarissent pas d'éloges les uns envers les autres, se connaissant par ailleurs souvent depuis 20 ans et ayant travaillé ensemble dans différentes configurations de majorité régionale. Tous se disent inquiets par la montée de l'abstention, par le péril du Rassemblement national, par les enjeux écologiques et sociaux, désireux de proposer un véritable projet progressiste pour la prochaine mandature. Le discours est également extrêmement homogène au sujet de l'intégration de la fameuse société civile dans le processus de construction des programmes et de constitution des listes. L'écologiste Charles Fournier a lancé depuis l'année dernière des comités d'initiative dans toute la région, réunissant de simples citoyens et personnes non encartées. Dans la foulée, François Bonneau a dégainé sa fabrique citoyenne, reproduisant là encore un processus à la mode depuis 2017, accéléré par la crise des Gilets jaunes et observé à Tours pour les municipales, avec les cogitations citoyennes cornaquées par EELV et en avant-tour, portées à bout de bras par le PS local. Le discours est également identique au sujet de la stratégie. En fait, la nature même de l'élection, avec une forte dose de proportionnel, favorise la profusion de listes au premier tour. Celles qui font entre 5 et 10% peuvent fusionner avec les listes qui dépassent les 10% et qui peuvent se maintenir au second tour. Comme ça, chacun compte ses troupes. Et il est plus simple d'établir un rapport de force à l'intérieur de la future majorité pour négocier un contrat de gouvernement, témoigne un membre du cabinet de la présidence de la région. De même, la possibilité, voire la probabilité d'une triangulaire avec la présence du RN au second tour serait de nature à favoriser l'élection du candidat de gauche qui se maintient. Et cela aiguise les ambitions avec potentiellement un scénario à la Poitevine où une union de plusieurs partis de gauche ont réussi à avoir la peau du maire PS sortant en poste depuis 2008, poursuit-il. Le premier tour devient alors un moment de respiration démocratique où chaque citoyen peut voter pour le projet le plus pertinent et ainsi avoir pour le second tour un état des forces qui permet de négocier des fusions au plus près des réalités électorales. Au premier tour, on vote avec le cœur, au second, avec la tête, répète-t-on à l'envi dans les partis de gauche qui s'appuient sur toutes les élections régionales depuis 1998, lors desquelles le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français constituaient des listes au premier tour, puis fusionnaient avec celle arrivée en tête, donnant systématiquement la présidence aux socialistes. Partant de ces constats partagés, en coulisses, les choses se jouent en fait depuis des mois, et on assiste ces derniers jours à une clarification des stratégies après une période de poker menteur. Le PCF a bien retenu la leçon de 2015, lorsqu'il était parti seul,
et n'avait recueilli que 4,6% de voix, échouant à pouvoir fusionner sa liste avec celle du PS, et n'envoyant donc pas d'élus au conseil régional. Cette fois, les communistes ont réfléchi à deux options. Soit ils participent à la liste de François Bonneau dès le premier tour, soit ils font liste commune avec la France Insoumise, se partageant les places, avec la communiste Sylvie Dubois en tête de liste, et l'option de fusionner au second tour avec la liste PS et ou Europe Écologie Les Verts. Les militants du PC sont appelés à se prononcer sur cette question stratégique les 13 et 14 mars, mais en off, nombre de cadres du parti confient qu'ils privilégient une alliance avec le PS, car ils lorgnent assez fortement vers le portefeuille des transports, compétence qui leur a souvent été dévolue dans les majorités régionales. La France Insoumise, pour sa part, en parallèle avec la négociation avec le PCF, est sur le point de signer un accord avec Charles Fournier afin de faire liste commune. La situation reste cependant assez trouble, le mouvement ne cachant pas ses priorités, porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2022, déjà lancée depuis novembre dernier. L'équation est complexe pour LFI, car même si elle affirme séparer clairement les régionales des présidentielles, il est évident qu'il n'y a pas de véritable stratégie dans la région. C'est Reda Belkadi, insoumis du 41, qui est le correspondant régional du comité électoral LFI, en charge de garantir la nomination des chefs de file du mouvement, d'assurer le maintien de la ligne, le PS n'est pas un interlocuteur naturel, et de suivre les négociations avec Charles Fournier, tout en vérifiant la bonne discipline collective. De ce fait, les LFI partisans d'une union large englobant le PS, comme cela s'est fait à Tours pour les municipales, menant à la victoire et à l'obtention de postes exécutifs importants pour des insoumis, ont été un peu mis sur la touche, même si Belkadi s'en défend. On nous fait payer notre participation à la majorité d'Emmanuel Denis, et on se prive de gens de qualité qui ont été élus et qui gèrent des mandats. À la place, on a deux chefs de file, Karine Fischer et Émeric Compin, qui n'ont pas vraiment brillé lors des municipales de 2020, témoigne un militant tourangeau. Et on ne peut lui donner tort, la première n'a même pas réussi à déposer sa liste en temps et en heure à Orléans, le second a fait moins de 4% des voix à Châteauroux. Parallèlement, la France Insoumise avait encouragé en sous-main ses membres à faire de l'entrisme dans les comités d'initiative de Charles Fournier pour influer sur le programme. Mais quand un insoumis participant à ces comités a été, à ce titre, pressenti pour intégrer la liste EELV, il a été sommé de choisir son camp et de se plier à la stratégie descendue de Paris. Soit il est écolo et il fait ce qu'il veut sur la liste de Fournier, soit il est insoumis et il intègre peut-être l'équipe régionale de campagne qui négocie des places auprès de Charles Fournier. Ces cafouillages et les négociations qui s'éternisent avec Europe Écologie Les Verts à cause d'exigences disproportionnées des deux côtés, de l'aveu d'un négociateur, ça affaiblit les insoumis du coin, c'est du gâchis, après tout ce qui a été fait depuis 2016. Et comment va-t-on pouvoir, dans ces conditions, sortir de l'opposition systématique si on ne s'appuie pas sur un réseau d'élus qui ont l'expérience de l'exécutif ? Pour Europe Écologie Les Verts, menée par Charles Fournier, la dynamique est différente. Le résultat du parti aux européennes de 2019, les succès dans pas mal de grandes villes et aux municipales de l'an passé, et le caractère porteur et médiatique des questions environnementales donnent des ailes aux cadres écologistes. S'ajoute à cela un sentiment croissant de frustration, à force d'être réduit depuis des années à être une simple force d'appoint du PS et de ne pas peser assez face à l'urgence de l'enjeu climatique. Chez les quinquas du parti, un vent de « notre heure est venue » souffle de plus en plus fort, porté par un certain millénarisme et par la certitude d'avoir eu raison avant tout le monde, ce qui n'est jamais simple. La mayonnaise est retombée bien vite après le Grenelle de l'environnement de 2007, idem après l'espoir fugace porté par Nicolas Hulot en 2017. On est loin du compte, il faut passer à la vitesse supérieure et conquérir les exécutifs. On a un rôle historique, il faut assumer la prise de risque, confie un poids lourd Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Les comités d'initiative regroupant des centaines de participants ont travaillé des mois pour construire un projet puis désigner leurs propres candidats, non encartés, qui seront intégrés à la liste de Charles Fournier. Ce dernier a voulu constituer une large alliance avec LFI donc, mais aussi avec des micro-partis comme Génération ou Ensemble, même si les négociations ont échoué avec le PCF. Le candidat écologiste assure que des pourparlers avec le PS en vue d'une fusion au second tour en fonction des résultats sont déjà en cours, même si François Bonneau reste plus pudique sur la question. Reste donc à présenter François Bonneau, en lice pour un troisième mandat, président PS sortant, élu à la région depuis 1998 et à sa tête depuis 2007, à la faveur de la démission de Michel Sapin, devenu alors député.
Âgé de 67 ans, certains de ses petits camarades lui reprochent en off de ne pas avoir su s'effacer pour laisser la place, même si une succession naturelle ne semble pas émerger du parti, sauf peut-être en la personne de Marc Gricourt, maire PS de Blois, avec un positionnement plus à gauche que celui très SOSDEM affiché par Bono. Toujours est-il que ce dernier rempile. Il garantit même avoir été le seul candidat qui s'est manifesté auprès des instances du PS, conformément aux procédures d'investiture. Lui qui a été réélu d'extrême justesse en 2015 lors d'une soirée historique où les voix de Tours ont fait basculer l'élection en sa faveur au tout dernier moment. De nature confiante et maîtrisant parfaitement son sujet, François Bonneau confie à demi-mot que « des Verts qui font 12% à des Européennes, on a déjà vu ça dans le passé, ça ne s'est pas concrétisé par grand-chose derrière. On verra bien qui finira en tête dans la région le soir du premier tour, mais j'ai ma petite idée. » Et en effet, des sondages confidentiels réalisés par les partis semblent montrer une percée des Verts qui doublent leur score de 2015 en passant à 12%, mais avec un probable tandem PS-PCF encore loin devant, avec une forte prime au sortant, même si les sondages pour les régionales, à ce stade-là de la campagne, ne veulent pas dire grand-chose. Pourtant, pour les partisans de l'Union de la gauche dont je suis, l'optimisme n'est pas de mise, et cette campagne, avec celle de 2022 en ligne de mire, a un sacré goût de gâchis et de manque d'intelligence collective. Déjà, le scénario d'une victoire des LR sur une ligne dure serait une catastrophe pour la région. Baisse des aides aux associations, détricotage des politiques publiques, proximité affichée avec l'agro-business, les lobbies de chasseurs, la FNSEA, ménage dans la culture, approché sous l'angle du rayonnement et du folklore. Et puis, tout le monde se souvient en 1998 que la droite avait tenté de faire alliance avec le Rassemblement national dans la région. Ça en dit long sur l'état d'esprit. Analyse un fin connaisseur du centre Val-de-Loire, en poste au Conseil économique, social et environnemental régional, organe consultatif regroupant experts et gens issus des corps intermédiaires. Il y a un vrai risque de perdre la région. La majorité sortante prend de gros risques et à la fin, ce sont les plus modestes qui vont payer, rajoute un de ses collègues. Et de conclure, franchement, on les a vus encore l'autre jour, Fournier et Bonneau, ils parlent exactement pareil, disent plus ou moins les mêmes choses et sont dans la même majorité depuis 6 ans. C'est incompréhensible qu'ils n'aient pas été assez raisonnables pour gérer une candidature unique plus tôt. L'enjeu est donc de taille et mérite de dépasser ce fractionnement de la gauche qui reste le principal obstacle à sa victoire, dans un contexte de mutation profonde du paysage politique, où l'opposition droite-gauche est en train de muer en affrontement entre libéraux et autoritaires, dans lequel la seule chose qui importe est de faire barrage ou pas au Rassemblement national. Et pour éviter une dissolution de la gauche, on a vu ce que ça donnait en 2017 et comment ça se dessine pour 2022, des savants paris électoraux et des déclarations vibrantes sur la nécessaire union ne suffisent pas. Le principal problème avec la stratégie du « on y va chacun de son côté et ce sont les électeurs qui nous classent », c'est qu'elle reproduit une vie politique focalisée sur les élections, sur les stratégies d'appareil, l'ambition de certains ou certaines, et les accords électoraux négociés en secret pendant la campagne et finalisés la nuit des résultats du premier tour dans l'urgence et la plus totale opacité pour les électeurs, militants et souvent même colistiers, sacrifiés sur l'autel du compromis de dernière minute. Et tout ceci fait de la région et de l'exercice du pouvoir de Bonneau une 5e république en miniature, où tout se joue sur l'élection. Et ensuite, c'est carte blanche pour le chef de l'exécutif qui accepte ou pas de respecter les accords signés avec ses partenaires. Lâche un responsable écologiste. C'est d'ailleurs ce qui a fini par arriver lors de cette mandature. Des écologistes de la majorité régionale accusant le PS de ne pas avoir tenu certaines promesses réalisées lors des négociations d'entre-deux tours de 2015. Et d'avoir également joué des difficultés dans le financement de la campagne EELV pour faire pression lors des pourparlers. Parfait pour commencer sereinement un mandat sous le signe de la collaboration et de la bonne entente. Une alliance bâclée d'entre-deux tours, ça ne permet pas de construire des équipes solides et soudées, ayant écrit le programme ensemble, ayant partagé les moments de campagne et enfin la victoire. Ces alliances dans l'urgence produisent plutôt méfiance, frustration, nécessitent de dire à des personnes sur les listes que finalement ce sera sans elles, sans parler du caractère improductif d'une campagne où on s'envoie des amabilités, même si on promet un pacte de non-agression, confie une personne ayant participé aux négociations de l'entre-deux tours entre le PS et Europe Écologie Les Verts en 2015. D'ailleurs, les critiques pleuvent entre PS, EELV, PCF et LFI, comme j'ai pu le constater lors de mes entretiens, sans parler de l'ambiance tendue, mi-potache, mi-agressive, entre membres du cabinet et assistants des différents groupes, qualifiant tour à tour Bonneau de crypto-macroniste, qui mène la région droit dans le mur écologique, ou Fournier d'être un doux rêveur capricieux et inconséquent, entouré de dangereux décroissants à tendance dogmatique, quand ce n'est pas carrément totalitaire.
On pourra minimiser et mettre cela sur le dos de l'énervement propre à chaque campagne. Mais on peut y voir aussi une classe politique en vase clos, incapable de dépasser son propre microcosme et prise dans des enjeux de pouvoir, d'ambition et de frustration, à 1000 lieues de l'intérêt des citoyens, la tête dans le guidon, ayant accumulé trop de conflits et donc incapable de gouverner sereinement après une éventuelle victoire. L'union de la gauche, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une manœuvre, ce n'est pas un vœu pieux de quelque hippie inconscient des problématiques engendrées, ce n'est pas non plus un vague machin que l'on active 6 mois avant chaque élection. C'est un processus qu'il faut faire vivre en permanence, par exemple avec un forum de débat pour faire avancer certaines idées qui, pour l'instant, restent des clivages non dépassés à gauche. Par exemple, les questions centrales du rapport à la productivité, à la technologie, à la croissance, à la montée en puissance de l'individualisme. C'est aussi dans ce forum que l'on pourra en toute transparence répondre à des questions de citoyens, plutôt que de monter d'éphémères clubs et comités pour se parer des plus belles étoffes de la démocratie directe. C'est également le lieu pour décider d'une stratégie et des candidats, par exemple avec des primaires bien organisées, au lieu de jouer aux alchimistes en faisant courir le risque de faire passer la droite et son cortège de politique antisociale. Bien sûr qu'il y aura des désaccords et des déçus, mais ce sera fait en bonne intelligence et en transparence, avec un véritable espace de parole et de rencontre. Et ce dernier point est essentiel, quand, lors des interviews, je me suis rendu compte du nombre de rumeurs, d'incompréhensions, de caricatures et de stéréotypes portés par les militants et cadres des partis de la gauche du coin, qui en réalité ne se connaissent pas tant. Et c'est là que l'on se rend compte que ce gâchis, quel que soit le résultat, confine à la bêtise. Des critiques, il y en a à l'appel. Caractère manœuvrier et réseauteur du PS. Ce parti désormais minoritaire, composé de premiers de la classe en costard, souffrant d'un complexe de supériorité et dont la dérive bureaucratique et libérale dans l'exercice du pouvoir a fini par désenchanter son électorat qui n'y voit plus, au mieux, qu'une alternative à la droite. Incapacité d'Europe Écologie Les Verts de sortir de son statut de parti d'opposition, éternel minoritaire, traversé de tensions entre courants et au sens stratégique de crevettes grises. Alors qu'une certaine grosse tête commence à poindre, certains de leurs alliés les qualifiant d'Europe hégémonie Les Verts. Un parti communiste composé de brontosaures, à la recherche de quelques places pour ne pas périr corps et biens, pensant encore en termes de masse et de classe. Une France insoumise obsédée par la présidentielle, incapable de se donner les moyens de faire avancer ses idées en les confrontant aux principes de réalité et de stratégie, planqués derrière un bien aisé péché de jeunesse. Pourtant, ce gâchis en bande désorganisée pourrait très bien se sublimer en une belle dynamique politique qui joue des complémentarités. L'expérience du PS et sa connaissance du jeu politique, institutionnel et législatif, ainsi que son ancrage ancien dans les cercles d'influence, la personnalité de François Bonneau, resté fidèle à son engagement régional et avec une impeccable réputation en tant que gestionnaire et politique, l'avant-gardisme d'Europe Écologie Les Verts sur la question du dépassement du capitalisme, son expertise dans certains sujets devenus centraux et son audience auprès de la jeunesse, ainsi que le parcours de Charles Fournier, issu du monde associatif et pionnier de l'économie sociale et solidaire. Le Parti communiste et son approche des services publics et des infrastructures constituent des atouts pour penser l'avenir des équipements collectifs. La France insoumise, enfin, par ses relais associatifs dans tout le maillage territorial, par son image de véritable opposition de gauche au macronisme et par ses nombreux soutiens dans la jeunesse et les quartiers populaires, est une alliée indispensable pour garder une boussole bien à gauche. J'ajouterai à ce processus unitaire les syndicats, CGT, FO et CFDT, bien que les responsables avec qui je me suis entretenu préfèrent rester neutres, comme cela est la norme depuis les années 90. Et puis, aussi les corps intermédiaires, en mutation, eux aussi depuis les années 1990, et l'effondrement du bloc communiste, clairement mis sur la touche par Emmanuel Macron, qui sont des relais indispensables et historiques pour la gauche. L'absence de lien avec les différentes sensibilités de la gauche, le tropisme SOS-DEM et la coupure du dialogue avec les syndicats ont été les fossoyeurs d'un PS hégémonique à la sauce Hollande et ont ouvert le champ à un Emmanuel Macron issu d'un certain élitisme parisien. Les enjeux sont clairs et vitaux. Les évolutions de ces dernières années laissent peu de doutes et, mis à part les politiques professionnels et les militants, une large majorité de citoyens de gauche, lassés de voter par défaut depuis des années et de se prendre des vestes, soutiennent l'union. Reste à savoir si l'intelligence, le sens du sacrifice pour le bien public et l'abnégation sont encore des valeurs de gauche, ou si cela restera un souvenir exotique et émouvant du siècle passé. L'élection régionale en dépend, et ce sera un signal fort pour 2022,
La gauche va-t-elle continuer sa dispersion et refaire passer Emmanuel Macron, préparant ainsi encore un peu plus l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir ? Et qu'on ne dise pas que tout est écrit d'avance. Il y a quelques jours, une liste d'unions PC, PCF, EELV, LFI a vu le jour dans les Hauts-de-France, là où le péril est peut-être perçu de manière plus lucide.